Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans une nouvelle histoire de Père Castor. Et oui, aujourd'hui, on va parler de plein de sujets différents. En fait, c'est un peu un épisode bis de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc c'était les leçons 2024, vous savez, l'épisode a duré 1 heure et demie. C'est un épisode que vous avez adoré écouter. Ça a été l'un des épisodes les plus écoutés de 2024. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui appréciaient les épisodes plutôt longs. Et bonne nouvelle, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, alors pas tout le temps, mais je vous avais dit la dernière fois, peut-être qu'une fois dans le mois, on allait faire un épisode comme ça, où on allait condenser plusieurs trucs. Il allait avoir un peu de perso, donc sur les news de mon business, les trucs que j'ai lancés récemment, que j'ai testés, etc. Vous allez voir qu'il y a des sujets intéressants. Va y avoir aussi ce que j'ai retenu dans le mois, mes leçons importantes, et une dernière partie sur les quelques ressources aussi que j'ai suivies. Donc ça peut être des livres, vous allez voir, on va parler d'un document secret de MrBeast aujourd'hui. Donc il y a pas mal d'éléments comme ça, et je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, c'est des sujets qui sont trop courts pour en faire des épisodes complets. Mais trop longs pour juste en fait passer à côté et puis balancer le truc en story sur Insta qui mérite quand même 4-5 minutes assez intéressantes. Donc aujourd'hui, on va voir différentes choses. Premièrement, on va voir les news de mon business actuel. Et on va parler de pas mal de trucs. On va parler des 500 vidéos YouTube que j'ai publiées, ce que ça m'a appris, des résultats de mon low ticket funnel et comment aujourd'hui j'arrive à générer entre 100 et 200 euros par jour en automatique avec un budget publicitaire de 20 euros. On va voir les premiers calls du déclic, la nouvelle stratégie que je vais mettre en place pour mes lancements sur l'école des formateurs en 2025 et quelques leçons importantes sur le nouvel art des solopreneurs. Faut-il manipuler pour vendre? Et on va parler de prise de sang. Vous allez voir, voilà, c'est assez large, c'est assez vague, mais en tout cas, je suis convaincu que vous allez apprendre des choses. Alors, premièrement, au niveau des news, je vais énumérer une news extrêmement rapide. Je suis juste trop content, je voulais vous le partager. Parce que normalement, peut-être pas l'épisode de la semaine prochaine, mais celui d'après ou encore après, mais en gros d'ici début février, le décor va changer. Pourquoi? Parce que on sera à Bali. On a réservé nos billets il y a quelques jours de ça, donc on sera à Bali à partir du 5 février. On est vraiment content. Donc ce sera pour plusieurs mois normalement. Et du coup, voilà, c'était juste un peu la petite news du moment. Je voulais vous partager ça. Trop content parce que du coup, je vous prévois quand même des formats un petit peu différents, notamment sur YouTube. Je vais reprendre des vidéos YouTube, on va dire un petit peu plus classiques. Et comme je vous en avais parlé la dernière fois, j'aimerais reprendre, ou plutôt prendre, les vlogs en 2025. Et je pense que je commencerai des vlogs là-bas sur voilà, mon quotidien. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais des vlogs toujours pour vous partager un petit peu évidemment des choses autour de l'entrepreneuriat. Donc, parenthèse vraiment perso terminée. Le premier sujet, c'est concernant les 500 vidéos YouTube que j'ai publiées. En fait, récemment, j'ai reçu un message privé. Alors, je sais que c'est un truc automatique, je me fais pas de l'heure, mais c'est un message automatique du CEO de YouTube, en fait, qui vous envoie un truc en mode « Congratulations, bien joué, vous avez posté votre 500e vidéo YouTube ». Alors, il faut savoir que j'en ai posté en réalité plus parce que j'ai supprimé pas mal de vidéos au fil des années. En tout, je dois être à peut-être 6 ou 700 vidéos YouTube publiées. Je parle pas de short, je parle vraiment de vidéos YouTube long format. Oui, faites les comptes, ça fait beaucoup de vidéos par semaine depuis 8 ans. Et en fait, je voulais revenir un petit peu là-dessus, sur en fait ce que j'ai appris après avoir publié 500 vidéos YouTube, parce que je trouve en fait qu'aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que j'ai noté, la petite phrase que j'ai notée ici, c'est qu'aujourd'hui le succès réside dans les choses que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est un truc qui revient très souvent, notamment sur YouTube et sur l'aisance face caméra. Ces gens qui me disent « Ouais, mais Tony, pour toi, c'est facile. » Ouais, c'est facile, Tony, pour toi, parce que, bah voilà, t'es à l'aise face à la caméra, donc faire des vidéos YouTube, faire des réels, faire des lives, faire ce genre de trucs, bah en fait, c'est simple. T'as un peu ça dans le sang. Pour les personnes qui se disent ça, allez regarder ma première vidéo YouTube, vous allez rigoler, je pense. J'avais 21 ans, donc voilà, 20 ans, je crois même. Donc évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais moins confiance en moi, mais le fait est quand même que j'étais beaucoup moins à l'aise face à la caméra, j'étais beaucoup moins à l'aise aussi sur le montage, j'étais beaucoup moins bon en montage, en editing, et en fait, 500 vidéos YouTube, c'est énormément d'expérience. On parle pas de faire 500 stories, on parle pas de faire 500 posts Instagram, même si c'est déjà énorme, mais en fait, il faut comprendre que le processus d'une création de vidéo YouTube, c'est des heures et des heures, entre le script, le tournage, le montage, etc. En fait, c'est plusieurs milliers d'heures d'apprentissage au travers de 500 vidéos. Donc, je voulais juste vous rappeler ça, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, première leçon que m'a appris finalement ces 500 vidéos, que m'ont appris ces 500 vidéos et que je retire en fait,
c'est que YouTube, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit en termes de création, mais que ce soit aussi en termes de croissance. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon de développer une audience sur YouTube? Et pourquoi est-ce que j'adore autant cette plateforme? Je l'ai vu récemment en fait avec un podcast que j'ai publié, et même l'année dernière avec un podcast que j'ai publié sur l'alcool, qui a été ma vidéo la plus vue de 2024. La magie de YouTube, c'est le SEO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur YouTube, j'ai des vidéos que j'ai tournées il y a quelques années en arrière, parfois il y a 8 ans, même 7 ans, la vidéo que j'ai postée la deuxième année sur YouTube, parfois il y a 3, 4 ans, 5 ans, 2 ans, ça dépend un petit peu, mais qui me rapporte aujourd'hui et encore, tous les jours, 200, 300, 400, 500 vues, et par conséquent, peut-être 20, 30, 40 prospects, leads et quelques clients. Pourquoi? Parce que c'est du SEO, donc c'est des vidéos qui sont référençables sur une problématique donnée, et la magie en fait avec les problématiques, c'est que quand vous avez une problématique dans un domaine, il y a des chances que cette problématique, vous l'ayez toujours dans un an, ou que d'autres personnes l'aient dans un an. C'est-à-dire que si demain, vous cherchez à investir en immobilier, vous cherchez à vous maintenir en forme, à être en meilleure santé, à faire des pompes, à je ne sais quelle autre problématique, en fait dans un an, il y aura toujours des gens qui vont chercher à faire des pompes. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à investir. Peut-être que les méthodes seront différentes. Mais en fait, au début, on ne s'en rend pas compte parce que c'est un travail de très longue haleine, YouTube. Et en fait, ça met beaucoup de temps à payer, c'est vrai. Ça met 1 an, 2 ans peut-être parfois. Par contre, une fois que ça paye, c'est un effet boule de neige. Et plus on en fait, plus le temps passe, plus les résultats, en fait, ils sont incroyables. Donc, leçon numéro 2, il faut créer beaucoup et ralentir ensuite pour créer sa propre perspective et ses propres compétences. Je pense que YouTube, mais d'ailleurs comme beaucoup de plateformes, mais c'est vachement propre à YouTube, cette leçon-là. Et c'est ce que moi j'ai fait au début. Et encore une fois, c'est propre à chacun. Je pense que pour une grande majorité des gens, cette leçon s'applique. Pour une toute petite minorité, elle ne s'applique pas. Moi, en tout cas, elle a fonctionné. C'est qu'en fait, sur YouTube, au début, la première année, j'ai tabassé. J'ai fait une vidéo par jour pendant 6 mois. Donc, j'ai fait 180 vidéos YouTube. On parle encore une fois pas de short, on parle de vraies vidéos de 10 minutes. Donc, ça fait 180 scripts, 180 montages, 180 mises en ligne, 180 miniatures. Une par jour pendant 6 mois. Après, j'ai ralenti un peu. J'étais à 4 par semaine. Mais la première année, grosso modo, j'ai posté 250 vidéos. Et en fait, c'est pas ça qui amène du résultat. C'est-à-dire que poster une fois par jour sur YouTube, vous n'aurez pas forcément des résultats dès le départ parce que, surtout comme moi, si vous démarrez de zéro, moi j'ai démarré de zéro, j'avais aucune connaissance en montage, je ne savais pas parler face caméra, je ne savais pas faire du SEO, pas de script, je ne savais rien faire. Et en fait, j'ai dû apprendre sur le tas. Mais la magie de ce truc, c'est qu'en fait, vous apprenez 10, 20, 50 fois plus vite en faisant tous les jours un truc, qu'en le faisant une fois par semaine ou une fois par mois. Qu'importe la qualité, parce qu'il y a des choses, ça ne s'apprend pas dans la qualité. En fait, faire un bon titre, trouver un bon titre, faire un bon script, ça s'apprend dans l'exécution, ça s'apprend dans le fait de répéter tous les jours. Et je trouve que c'est une excellente façon de procéder que de vous dire, ok, en fait, ce que je vais faire, comme je disais, ça marche pour YouTube, ça peut marcher aussi pour Insta, les réels, les articles, ce que vous voulez, pour tout le travail créatif. Et le travail, il y a beaucoup de process et de systèmes. Créez quotidiennement, répétez ça un maximum de fois pendant un certain laps de temps. Ça peut être 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et ne comptez pas là-dessus pour avoir des résultats. Omettez les résultats, on s'en fout en fait. C'est juste pour développer des compétences. Et vous verrez qu'il y a un monde qui va se creuser, un écart qui va se creuser entre les compétences que vous aviez jour 0 ou jour 1 et les compétences que vous avez aujourd'hui jour 90, jour 180, jour 365. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et la troisième leçon, qui est une leçon assez intéressante aussi, c'est que YouTube et le contenu en général, mais YouTube un petit peu plus, j'ai l'impression, pour réussir en tout cas sur cette plateforme, il faut juste avoir le truc en plus. Alors, je m'explique. Le truc en plus, ça veut dire quoi? C'est un peu le truc que les autres, j'aime bien ce terme-là, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez ou qu'est-ce qu'aujourd'hui vous proposez que les autres n'ont pas, que les autres ne peuvent pas proposer, que les autres auront du mal à proposer. Et il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une certaine personnalité, c'est là qu'on crée une marque personnelle, c'est comme ça aussi que beaucoup d'influenceurs ont créé une communauté, c'est que si vous avez une personnalité qui est assez forte, en fait c'est ça qui va faire que vous serez remarquable, parce que cette personnalité n'est pas réplicable.
Si on suit Lena Situation, c'est parce que c'est Lena Situation. Si on suit Squeezie, c'est parce que c'est Squeezie. Si on suit un tel, c'est parce que c'est un tel, en fait. Et c'est ce petit truc en plus qui fait que vous allez sortir du lot. Maintenant, bonne nouvelle, si vous êtes comme moi, je n'avais pas l'impression d'avoir ce truc en plus, cette extravagance ou que sais-je. Bah, en fait, j'ai amené d'autres choses. Donc, il peut y avoir la personnalité, il peut y avoir l'angle. C'est-à-dire, ok, j'arrive sur YouTube, je débarque avec un angle que les autres ne proposent pas. Et cet angle, bah, c'est un angle créatif, c'est un angle que vous arrivez à proposer parce que vous avez quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Donc ça peut être, si vous avez la chance d'avoir du budget en plus, bah, c'est un budget en plus. C'est d'ailleurs toute la raison qui explique le succès de MrBeast, hein, c'est que MrBeast arrive à faire des vidéos que les autres n'ont pas réussi à faire, en tout cas aujourd'hui, parce qu'il a du budget, ou il met le budget que les autres ne peuvent pas mettre. Et c'est ce qui fait qu'en fait, après on aime ou on n'aime pas évidemment le personnage, mais c'est ce qui fait en fait que vu qu'on ne peut pas répliquer les vidéos de MrBeast financièrement, il n'y a pas d'autres MrBeast. Donc si vous voulez voir ce genre de vidéos, c'est chez lui. Donc évidemment, si vous n'avez pas le budget, il y a autre chose qui est très intéressant, et j'ai une petite anecdote sur le sujet, c'est que vous pouvez investir par exemple du temps en plus que les autres n'ont pas à consacrer, ou que les autres n'ont pas envie de consacrer. Donc si par exemple, la plupart des gens se contentent de faire, je sais pas moi, des vidéos sur... comment faire des pompes, je prends cet exemple-là. La plupart des gens vont se dire, ok, en fait j'y passe 20 minutes et je leur montre vite fait, voilà, comment faire 3 pompes et puis c'est terminé. Et vous dites non, moi j'ai pas envie de faire une vidéo comme ça, bateau, un peu rapide, j'ai envie de faire une vraie vidéo, je vais investir du vrai temps dessus avec une vraie méthodologie, des vrais conseils. Je pense d'ailleurs à Rick Flag qui a démarré en fait sa chaîne comme ça, avec des vidéos sur le sport, qui était une thématique très 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 saturée, et qui est arrivé avec des vidéos beaucoup plus poussées que la majorité des gens. Et en fait, si vous regardiez la seule vidéo d'Eric Flag sur un sujet, vous n'avez plus besoin de regarder toutes les autres vidéos du même sujet. Et la seule chose qu'il avait en plus, c'était pas le budget, c'était pas la prod, c'était pas tout ça, c'était qu'il consacrait sur ces mêmes vidéos-là 10 fois plus de temps que la majorité des gens, ce qui faisait des vidéos beaucoup plus complètes. L'autre exemple que j'ai à vous donner, donc ça peut être, encore une fois, l'angle, un sujet qui est non existant, le temps, le budget en plus. Et l'exemple que j'ai à vous donner, c'est une chaîne sur laquelle je suis tombé récemment. C'est un gars qui a fait 2 vidéos pour l'instant, 2 épisodes qui ont cartonné. Je crois qu'il est passé de 0 à 40 000 abonnés en 2 vidéos. Parce qu'en fait, il a fait un sujet qu'on ne peut pas voir ailleurs, parce qu'il a décidé d'y consacrer du temps et de l'énergie que les autres ne sont pas prêts à consacrer. C'est qu'il a décidé de prendre une vieille 205 et de partir de France jusqu'à Tokyo en voiture, et de filmer ça sur YouTube. Et je trouve ça incroyable. Et j'ai commencé à regarder les vidéos, et quand vous voyez l'énergie que ça va prendre, le temps que ça va prendre, évidemment l'argent que ça va lui coûter, en fait, encore une fois, on crée un delta entre la moyenne des vidéos et ce truc-là. Et donc j'aime bien ce truc de réfléchir en mode, ok, qu'est-ce que je peux amener aujourd'hui sur une vidéo ou sur ma chaîne que les autres auront du mal à répliquer. Donc la personnalité, l'expertise, évidemment j'en ai pas parlé, mais ça peut être l'expertise, l'angle, le temps que je vais investir en plus ou l'argent que je vais investir en plus si au final vous avez de l'argent. Donc quelques leçons que j'ai trouvées intéressantes et dont je voulais vous parler. Deuxième sujet, c'est concernant les premiers calls du déclic que j'ai fait ce mois-ci, et dont je suis extrêmement content, extrêmement satisfait. Donc pour les personnes qui ne savent pas, j'ai lancé le déclic. Donc le déclic, c'est une consultation unique d'1 heure, c'est-à-dire que vous réservez un appel d'1 heure avec moi, et je fais une consultation, j'analyse votre situation, votre business, etc. Et je vous donne mes conseils, mon retour d'expérience et un plan d'action finalement à mettre en place. Donc ça a très bien marché, je suis hyper content. Pour l'instant, j'ai bloqué les places parce que justement je vais à Bali, j'attends un petit peu d'arriver et je réouvrirai quelques places. J'augmenterai aussi d'ailleurs le prix. Donc si jamais ça vous intéresse, il y aura le lien juste en dessous dans la description des prochaines places. Avant de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que j'en tire, notamment ce qui bloque en fait la plupart des entrepreneurs à un certain chiffre d'affaires, c'est surtout pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ces calls-là. Alors, il y a l'aspect financier, mais pas que, parce que c'est pas ce qui me rapporte le plus d'argent dans mon business. C'est qu'en fait, au fil des années, je me suis rendu compte que, à un moment donné dans votre business, vous aurez besoin d'un regard extérieur. Donc ça peut être, comme je le disais ici, un call, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un mentor, ça peut être au sein d'une formation, quelqu'un vous fait un retour, ça peut être un ami, peu importe, hein, évidemment. Mais à un moment donné, dans votre business, dans votre évolution, et même beaucoup plus souvent que vous le pensez, vous aurez besoin d'avoir un avis extérieur. Vous aurez besoin d'avoir une personne qui n'a pas la tête dans le guidon, n'a pas la tête dans le business, a vécu ce que vous avez vécu et peut vous dire, ok,
bah en fait aujourd'hui, toi, si tu n'arrives pas à croître, si tu n'arrives pas à développer, c'est parce qu'en fait, tu bloques sur ce point. Et ce que j'ai remarqué, ce qui freine, il y a 2 éléments qui freinent la plupart des entrepreneurs à bloquer un certain chiffre d'affaires, parce que pour l'instant, les premiers calls que j'ai faits sur le mois de janvier, c'était toujours la même chose. La première chose qui bloque, c'est que les gens ne réussissent pas à identifier d'où vient le vrai problème. Et c'est un truc qui est assez marrant, parce qu'à chaque fois que je rentre dans un call, la personne démarre toujours avec sa problématique. Elle me dit « Ok Tony, bah voilà, moi aujourd'hui c'est ma situation, j'arrive pas à faire ça, le problème c'est ça, et en fait, voilà, la solution c'est ça, mais je sais pas comment faire. » Et on creuse un petit peu, on échange, je demande les datas, on analyse un petit peu le business, et systématiquement, 100% du temps, le problème pour lequel la personne est venue n'est jamais le réel problème. C'est toujours un faux problème. C'est toujours oui Tony, bah en fait moi voilà, je fais des posts sur Instagram ou je fais des stories sur Insta mais ça vend pas, je sais pas trop pourquoi machin, et en fait on creuse et on se rend compte qu'il y a un problème d'alignement entre l'offre et l'audience, qu'il y a un problème de suivi de statistiques, qu'il y a un problème d'offre et d'urgence, parfois qu'il y a un problème de thématique. Ça m'est même arrivé une fois où en fait on s'est rendu compte au final que la personne en question devait couper 70% de son business parce qu'elle était partie dans une direction qui la rendait pas heureuse. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des feedbacks extérieurs, des personnes qui n'ont pas la tête dedans, parce que vous allez vous-même vous convaincre d'un problème, mais qui souvent n'est pas le réel problème. Et moi, j'aime bien me poser cette question, ça peut vous aider. C'est ok Tony, c'est quoi le problème aujourd'hui que tu as avec ton business ? Bon, bah pour moi, le problème, c'est ça. Ok. Et je me pose la question des 5 pourquoi. C'est ok. Pourquoi tu penses que c'est un problème ? Je sais pas moi, Tony, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à développer mon compte Insta, d'accord ? Bah pourquoi tu penses que c'est un problème ? Bah parce que si j'ai pas plus d'abonnés sur Instagram, ça veut dire que je vais pas trouver des clients. Ah bon, t'es sûr, mais pourquoi il te faudrait 10 000 abonnés en plus pour trouver plus de clients ? Ah parce qu'en fait... Et puis vous creusez comme ça. Pourquoi ? Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, le problème, c'est pas que vous manquez d'abonnés sur Instagram. Le problème, c'est que vous n'avez pas assez d'offres dans votre écosystème. Vous avez un turnover de clients qui est pas assez conséquent, ce qui fait qu'en fait, vous êtes en quête constante d'une nouvelle audience, alors que vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une nouvelle offre qui va être beaucoup plus rentable. Donc, c'est un exemple évidemment, mais c'est une question que je trouve intéressante. Et l'autre élément qui est revenu pas mal de fois, élément qui, je pense, est vachement lié à la peur de l'échec, c'est que la majorité des entrepreneurs qui restent bloqués à un certain palier ne testent pas assez de choses. Ne testent pas assez de choses. Des stratégies, des contenus, des offres. Et en fait, ont cette crainte qui est un peu légitime, mais pas tellement, d'échouer. De se dire, en fait, oui, mais si je lance ce truc et ça marche pas, oui, mais machin, comment ça se passe, etc. Je vais vous dire une phrase que j'aime beaucoup, de Goldman Smith, il me semble, d'un bouquin qui s'appelle What Got You Here Won't Make You There, que j'ai répété des centaines de fois. Allez lire ce livre, il est incroyable. En gros, ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là-bas. Comprenez que ce qui vous a amené à 2 000 euros par mois, c'est pas ce qui va vous amener à 5 000, et ce qui vous a amené à 5 000 n'est pas ce qui va vous amener à 10 000, et ce qui vous a amené à 10 000 n'est pas ce qui va vous amener à 50 000, et ainsi de suite. Et donc en fait, si vous ne testez pas de nouvelles choses, que vous restez en fait dans les mêmes modèles et les mêmes systèmes qui vous ont emmené à un certain stade, bah vous ne pourrez pas passer ce stade-là. Si vous voulez passer ce stade, il faut tester des choses. Il faut tester des choses pour aller chercher plus de trafic, il faut tester des choses pour convertir plus, il faut tester des nouvelles offres, il faut tester des nouveaux prix, il faut tester des nouvelles gammes, il faut tester de la pub, il faut tester des trucs. Et juste, si vous vous sentez bloqué, essayez de poser ça sur la table et de vous dire, ok, bah, est-ce qu'il y a un truc que j'ai fait différemment récemment ou pas ? Et vous allez vite vous rendre compte très souvent qu'en fait, vous n'avez rien changé et que c'est parce que vous n'avez rien changé en fait que ça se stabilise. Que vous avez constamment fourni des efforts pour faire croître votre business, qu'aujourd'hui vous stagnez parce que vous avez cessé d'innover alors que vous innovez depuis des années. Donc, c'est les 2 trucs que j'ai analysés sur les premiers calls que j'ai trouvé intéressants et dont je voulais vous parler. Et donc évidemment, je vais continuer ces calls, je vous tiendrai au jus de la suite. Les places partent assez vite, donc encore une fois, si ça vous intéresse, checkez le lien en description. Nouveauté suivante, c'est les résultats de mon low ticket funnel. Donc je le répète ici, le low ticket funnel, j'en ai parlé beaucoup de fois, notamment via mes mails que j'ai envoyés à mes clients, que vous pouvez retrouver maintenant sur un Slack, pareil, que je mettrai juste en dessous. Mais en gros, pour faire simple, un low ticket funnel, pour moi, c'est une des tendances, en tout cas business 2025. C'est ni plus ni moins que mettre en place une offre vraiment pas chère du tout dans son business,
Je vous donne un exemple. Moi, le low ticket funnel que j'ai mis en place, en gros, c'est un produit à 17 euros pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, ce low ticket funnel, à quoi il sert? Il va servir à décaler son objectif en se concentrant sur de la clientèle et non plus sur des prospects. Moi, le problème auquel j'ai fait face pendant ces dernières années, c'est d'avoir une acquisition constante de prospects gratuits, donc des gens qui s'abonnent à ma newsletter, qui s'abonnent à ma masterclass gratuite, etc., etc. Des gens qui rentrent dans une liste email, à qui vous envoyez des mails, mais bon, il y a la moitié qui les ouvre jamais, l'autre moitié qui laisse des faux mails pour juste recevoir le cadeau, etc., et repartir, enfin bref. Et en fait, ça fait augmenter les coûts marketing parce que vous avez des listes email qui sont énormes au fur et à mesure. Et puis, c'est des gens qui sont plus qualifiés que des abonnés, mais moins qualifiés que des clients. Et en fait, j'arrive moi à un stade de business qui est assez particulier. C'est pour ça que ça ne conviendra, peut-être pas à tout le monde. Mais en fait, j'arrive à un stade de business où je préfère me concentrer sur le fait d'avoir 300 clients par mois que 3000 emails gratuits, si vous voulez. Et donc, c'est une stratégie que j'ai testée, que je trouve hyper intéressante. Et pour l'instant, j'en ai pas trop parlé. Je vous le disais, j'en ai juste parlé à mes clients par mail, je leur en parle depuis quasiment 1 mois et demi, donc peut-être que certains ont déjà lancé ce truc, et peut-être que voilà, ça a déjà fonctionné pour eux. Tout simplement parce que, premièrement, je voulais faire les tests moi-même de mon côté, voir un petit peu comment ça allait fonctionner ou pas. Deuxièmement, je ne voulais pas faire d'organique, c'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas en parler parce que je voulais faire tourner ça en publicité, et donc en fait, forcément, troisième point, je ne voulais pas biaiser les résultats. Si j'en parlais, si je disais, voilà, j'ai sorti une nouvelle formation à 17 euros, je sais très bien que j'aurais fait des ventes, que les gens auraient cliqué, auraient acheté, mais en fait, ça aurait biaisé mes résultats, ça aurait diminué forcément mon coût d'acquisition, tous les chiffres auraient été biaisés. Donc, j'ai rien dit, j'ai créé ça de mon côté. J'ai lancé le tunnel, donc le low ticket funnel depuis maintenant un peu plus d'une semaine, ça fait 7 jours, je crois, 8 jours maintenant, l'heure où je tourne ce podcast, donc un peu plus d'une semaine quand vous l'aurez écouté. Et les résultats sont géniaux. J'avais aucune attente, je ne savais pas du tout comment ça allait répondre, parce que c'est quelque chose qui existe très peu en France, ça existe beaucoup aux États-Unis depuis très longtemps. Mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et je suis extrêmement satisfait. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'instant je le fais tourner que en publicité. Je dépense 20 euros par jour, je me suis dit budget tranquille, ça fait 600 euros par mois, donc on verra après, on augmentera. J'ai déjà commencé à augmenter le budget tranquillement. Mais j'ai démarré avec 20 euros par jour, et en moyenne, on est entre 100 et 200 euros générés par jour. Donc je tourne entre 10 à 20 ventes par jour. Donc ça fait voilà, plus ou moins 150-200 euros par jour générés. Ce qui fait entre, on va dire, x5 et x10 de ROAS sur la pub. À noter que, évidemment, c'est pas juste je vends le produit à 17 euros, derrière il y a toute une strate d'upsell, d'order bump, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis extrêmement satisfait des résultats. Je vous en parlerai, je vais continuer à analyser ça, je vais continuer à optimiser ça, voir si je peux pas chercher un peu plus de revenus sur des relances par mail ou ce genre d'éléments. Mais je vous tiendrai au jus, mais en tout cas, voilà. Je voulais juste vous partager ces résultats, je trouve que c'est intéressant. Si jamais vous hésitez à le faire, lancez-le, faites-le, testez-le. Pour moi, ça fonctionne dans toutes les thématiques. Pour moi, ça fonctionne encore mieux. C'est pour ça que je ne l'ai pas lancé encore en organique. Mais je sais très bien qu'en organique, ça va mieux fonctionner encore qu'en pub. C'est juste que la pub, ça me permet d'acquérir une audience qui ne me connaît pas encore. Mais en tout cas, les tests sont très prometteurs. Et je vous tiendrai au courant de la suite et de l'évolution. Je pense que je vais augmenter le budget jusqu'à ce que ça craque. Évidemment. Mais voilà, j'aimerais bien monter à... L'idée, en fait, avec cette strat, c'est de monter à plusieurs milliers d'euros investis en pub, de monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de générer avec ce système, et en fait que ça me serve d'acquisition. Comme ça, tous les mois, j'ai entre 300 à 400 clients qui rentrent via ce système, et après moi, je travaille avec ces clients-là sur mes groupes, par email, sur des offres, et je fais tourner la machine comme ça. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Si ça vous intéresse que je creuse un peu le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Je vous prépare une vidéo YouTube d'ailleurs là-dessus qui sortira dans le mois de février. Mais en tout cas, c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant. Dernière news, et après on passera sur les leçons. C'est un truc un peu différent, c'est moins perso, plutôt général. Mais dernière news que je voulais vous partager, c'est la nouvelle stratégie de vente que je vais mettre en place pour l'école des formateurs. Et en fait, j'aime bien ce côté un peu, vous savez, entre guillemets, building public. J'aime bien ce côté où je vous partage un peu mes idées, je vous explique pourquoi je mets ça en place et c'est quoi l'envie derrière. Et normalement, dans un mois, je refais l'épisode et je vous dirai ce qu'il en est, si ça a marché, comment je vois le truc. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'école des formateurs, c'est un de mes 2 programmes signature aujourd'hui,
programme de 90 jours durant lequel j'accompagne des entrepreneurs, donc coach, entrepreneurs, formateurs, peu importe, à créer et lancer une formation en ligne rentable en 90 jours. Ce qu'on a fait en fait en 2024 par rapport à 2023, c'est qu'en 2024, on a fonctionné avec des ouvertures et fermetures de portes. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, tous les trimestres, donc à chaque fin d'accompagnement de 12 semaines, on faisait un nouveau lancement de formation, alors qu'en 2023, on avait la formation ouverte tout le temps et on avait plutôt en place un tunnel de vente. On a fait un peu le bilan, on a fait le point sur cette année 2024, et en termes de vente par rapport à 2023, on est légèrement au-dessus. Donc on a quand même un peu plus de résultats avec l'ouverture-fermeture par rapport au tunnel de vente. Mais en fait, quand on compare ça au temps investi, parce que les lancements, il faut les préparer, il faut faire les emails, etc. En fait, on se dit que finalement, les tunnels de vente, c'est pas si mal au final. Parce que même si on perd un peu de CA en quelques pourcentages, un peu plus de 10%, 10 et 20%, en fait, on se retrouve avec quasiment zéro temps investi, si ce n'est de créer du contenu évidemment, mais on n'a pas à préparer les lancements. Et surtout, l'autre point qui est assez complexe, c'est qu'en fait, quand vous faites plusieurs fois le même lancement du même produit en une année, c'est très compliqué de redoubler le marketing. C'est-à-dire que une fois qu'on a lancé l'école des formateurs, on a envoyé des emails, reprendre une toute nouvelle séquence email qui n'a jamais été rédigée 3 mois après, c'est quand même compliqué. Donc, on garde un peu la même séquence, mais du coup, les gens, ils se tapent 4 fois le même lancement sur une année, donc ils sont moins convaincus. Enfin, il y a vraiment ce truc où on se dit, c'est vrai que c'est assez complexe. On va retourner sur un modèle plutôt en 2025, du coup, de offre ouverte toute l'année, evergreen, et avec un tunnel de vente mis en place. Par contre, il y a un truc qui va changer par rapport à 2023. On va tester quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai jamais testé dans mon business. C'est que cette fois-ci, je vais tester avec une VSL plutôt qu'une masterclass. Alors cette théorie, elle vient d'où ? Ça fait longtemps que je connais les VSL. Donc les VSL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle des Video Sales Letter. C'est une vidéo de vente. Je ne sais pas pourquoi on s'invente des mots, mais c'est ni plus ni moins qu'une vidéo de vente. Donc on va vendre directement en vidéo. Ça existe depuis très longtemps. Moi, c'est un truc que j'ai jamais testé dans mon business. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une fausse croyance que j'ai. J'ai toujours été convaincu, je ne sais pas pourquoi, qu'en France, les vidéos de vente, c'était pas quelque chose de très répandu à l'époque. Les gens préféraient plutôt les pages de vente avec du texte. Les vidéos de vente, c'était pas hyper répandu. Et donc, je me dis, je sais pas si les gens aiment vraiment consommer des vidéos de vente, etc. Donc, je ne savais pas trop. C'est pour ça que je suis plutôt parti sur une masterclass. Donc, vous savez, pendant 45 minutes, on donne des conseils, etc. Et à la fin, on convertit. À noter que c'est quelque chose qui marche bien, évidemment. Mais j'ai un sentiment. Ce sentiment, je ne sais pas s'il est exact, je ne sais pas s'il est réel, je ne sais pas s'il n'est pas du tout prouvé d'ailleurs. C'est juste un ressenti que je vais tester justement et je vous en parlerai. Qu'on est sur un changement de paradigme cette année, ou depuis un an on va dire, sur la rapidité d'achat. Alors je m'explique, j'ai l'impression, et n'hésitez pas à me faire des retours notamment là-dessus sur Insta si vous avez des avis qui sont similaires ou contradictoires, ça m'intéresse vraiment. J'ai l'impression que les gens ont maintenant, dans la formation, vu qu'il y en a beaucoup, vu qu'il y a eu plein de systèmes de vente mis en place depuis tant d'années, les gens ont de plus en plus cette envie d'être confrontés rapidement à l'offre. C'est-à-dire qu'avant, on balançait la masterclass, elle durait 1 heure, on envoyait du contenu pendant 1 heure, puis à la fin, on parlait de l'offre. Et j'ai plus le sentiment aujourd'hui que les gens, en fait, ont envie, ok, je suis intéressé, j'ai envie de créer ma formation, parle-moi de ton offre, tu vois. Ils n'ont pas envie de se taper une vidéo d'1 heure pour à la fin parler de l'offre. Ils ont envie qu'on leur parle de l'offre directement. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les masterclass, c'est fini, etc. J'en ai toujours dans mon business et ça marche toujours, mais j'ai quand même ce sentiment. D'ailleurs, je l'ai testé, ce sentiment, sur une autre méthode où, en fait, plutôt que de rediriger vers une page de vente, j'ai redirigé vers un bouton de paiement directement et ça a très bien marché. Et donc, en fait, ce que je vais faire, du coup, c'est que, au lieu de rediriger les gens vers une masterclass de 45 minutes où à la fin, je vends mon offre, en fait, je vais les rediriger vers une vidéo de vente. La vidéo de vente, je vais d'ailleurs la tourner cet après-midi. Elle va durer entre, normalement, 10 et 15 minutes. Pareil, parce que j'ai pas envie de faire un truc trop long. Il y a des gens qui conseillent sur des produits comme ça, entre 500 et 1000 euros, de faire des vidéos de vente de 45 minutes. Mais en fait, moi, j'arrive à un stade où j'ai envie de m'adresser à des gens éduqués. J'ai envie de m'adresser à des gens convaincus. Je suis convaincu de ma solution. Il y a des garanties, il y a tout ce que vous voulez dans mon programme. Enfin, dans ces programmes-là, dans tous mes programmes d'ailleurs. Et en fait, moi, j'arrive à un stade aujourd'hui où je me dis... C'est peut-être la place du roi parce que j'ai un business qui est développé, donc il y a peut-être évidemment ce critère, mais
J'arrive à un stade où je me dis, ok, les gens, ils veulent créer une formation en ligne, ils savent pas comment faire. Moi, j'ai les méthodes, je leur parle de ma formation, si ça les intéresse, ils achètent, sinon ils achètent pas. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de tourner autour du pot pendant 1 heure, où je vais revenir sur mon parcours depuis que j'ai 5 ans, expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce qu'en fait, quand j'ai grandi, j'ai vu mes parents qui aimaient pas leur travail, machin, à la fin pour parler de ma formation. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire des vidéos d'1 heure où je tourne autour du pot, mais plutôt une vidéo de 10 minutes, évidemment, où je parle quand même des problématiques, je mets de la preuve sociale, j'explique finalement ce qu'il y a dans le programme, et si ça intéresse les gens, ils y accèdent. Donc, je vais tester ça, je vous en parlerai, je vous dirai si ça a porté ses fruits ou pas, ça se trouve ça va pas du tout marcher, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc que je trouve intéressant. Je ferme la parenthèse, enfin je ferme sur cette parenthèse avant de passer sur les leçons. Encore une fois, je le précise, je ne vais pas arrêter les masterclass en ligne sur des tunnels de vente parce que ça répond à un modèle différent. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont ce besoin surtout des gens qui ne vous connaissent pas, de vous connaître, des gens à qui vous allez apporter de la valeur et délivrer des choses avant de vendre le produit. Donc c'est pas, encore une fois, Tony l'a dit qu'il avait testé la VSL pour changer un peu dans son business, donc la masterclass c'est mort. Absolument pas. Injonction business, j'en ai parlé dans un épisode de podcast que je vous invite à écouter. Toutes les méthodes fonctionnent. C'est juste que j'ai envie de tester ça et je pense que ça peut être très intéressant. Donc maintenant qu'on a couvert tous ces sujets, on va voir les leçons du mois. Et la première leçon, c'est concernant le podcast. C'est les bons principes pour créer un podcast en 2025. Pourquoi je vous parle de ce sujet ? Parce que je pense, sincèrement, qu'en 2025, même si j'ai l'impression de répéter ça tous les ans, vous allez me dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, plus on avance et plus c'est réel. Et j'ai l'impression surtout que je répète, mais que finalement, le monde ne m'écoute pas. Je ne sais pas si je parle peut-être pas assez fort, mais en tout cas, 2025, pour moi, c'est une excellente année pour le podcast. Pourquoi ? Parce que, premier constat, qu'on a fait la dernière fois, je ne sais pas si vous allez faire le même constat, mais moi, c'est vrai que j'ai fait ça la dernière fois avec des entrepreneurs. On avait fait un meet-up sur Montpellier, avec des gens qui me suivaient, c'était hyper sympa et tout, puis on parlait à un moment du podcast, et puis on se disait, mais en fait c'est vrai, on trouve tous, bizarrement, qu'il n'y a pas assez de podcasts entrepreneurial en France. Alors peut-être que vous allez en écouter, peut-être que vous en écoutez, peut-être le mien, peut-être que vous écoutez d'autres podcasts, mais moi, à titre personnel, c'est vrai que j'en écoute, évidemment, mais en fait, les gens sortent peut-être un épisode par semaine, grand max, c'est vraiment le grand max, parfois un épisode même tous les 15 jours, et en fait, si vous écoutez je sais pas moi, si vous écoutez 1, 2, 3 podcasts, la moyenne des gens font des podcasts de 15-20 minutes, je sais pas, et en fait, je sais pas, si vous écoutez 1 heure de podcast par jour, le lundi, vous avez écoulé votre semaine. Et moi, je sais que j'écoute pas mal de podcasts, et en fait, ça m'arrive très souvent d'être en rupture de podcast. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que vraiment, on manque cruellement de podcasts. Et ce constat, il me fait me dire, c'est dommage, entre guillemets, parce qu'il y a tellement de personnes qui pourraient bénéficier de ça, du fait qu'en fait, en France, j'ai l'impression en tout cas, on manque cruellement de podcasts, qu'il y a cette brèche à prendre, et surtout, qu'en fait, le podcast, aujourd'hui, c'est un truc incroyable d'un point de vue business. C'est un truc incroyable parce que, premièrement, c'est low-tech, c'est-à-dire que vraiment, lancer un podcast, c'est pas YouTube. C'est pas acheter la caméra, la lumière, le logiciel de montage, machin et tout. C'est acheter un micro sur Amazon, un beurre du M1, si vous voulez la référence, 50 €. Vous ouvrez votre logiciel sur ordinateur. Audacity, c'est gratuit, c'est vieux comme le monde, ça a 200 ans. Mais ça tourne. Et vous mettez ça sur une plateforme d'hébergement gratuite, Ocha, Acast, il y en a forcément, vous publiez ça, et puis le podcast, il est en ligne. Il n'y a pas besoin de vous filmer, il n'y a pas besoin d'être, je sais pas, apprêté, il n'y a pas besoin... vous vous réveillez le matin, vous enregistrez votre podcast, il est en ligne. Et en fait, vous enlevez toutes les barrières complexes, etc., au lancement, finalement, de quoi que ce soit. Donc, c'est low-tech. 2, vous créez une connexion avec votre audience qui combat, qui bat, qui surpasse n'importe quelle autre plateforme. Et moi, qui suis un fervent défenseur de YouTube, le podcast, on a une connexion qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce que les gens vous écoutent en moyenne entre 80 et 100% du temps, c'est-à-dire une rétention de 100%. Vous imaginez, j'ai même des épisodes, moi, sur lesquels j'ai des rétentions de plus de 100%. Alors c'est rare, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça veut dire qu'en moyenne, tous les gens qui me suivent ont écouté l'épisode, et plus. Il y a des gens qui l'ont même écouté 3 fois. Et donc en fait, ça, quand vous comparez à YouTube, où on est plutôt autour d'une rétention entre 30 et 40% peut-être, Insta, rétention de 4%, TikTok de 1%. Et en fait, il y a une vraie connexion qui se crée avec les gens.
Et c'est pas juste pour faire beau, c'est que d'un point de vue business, c'est un truc qui est incroyable. Parce qu'en fait, vous allez voir une augmentation significative des interactions avec vos prospects, votre audience, la connexion avec votre audience, et par conséquent de vos ventes. Enfin, ça en découle forcément. Donc je trouve que c'est très intéressant. Très complémentaire aussi aux réseaux sociaux. Donc si vous avez Insta, les gens ne vous connaissent pas assez. Les gens n'ont pas le temps de passer du temps avec vous. Ils vous voient entre 2-3 stories. Il y en a même, moi, parfois, sur Insta, qui me suivent que sur Insta, qui me disent mais en fait, qu'est-ce que tu fais concrètement qui savent pas vraiment, parce que c'est vrai que en story, je fais 2-3 stories, je fais quelques réels, mais voilà. Alors que sur un podcast, vous avez le temps d'apprendre à connaître les gens, vous avez le temps de découvrir les gens, vous avez le temps de connecter avec eux, d'avoir cette marque, et vous aussi, de votre côté, d'apporter de la valeur, de délivrer votre expertise, de partager vos valeurs, vos convictions. Donc, il y a le temps vraiment de créer ce truc-là qui est assez fort. Et dernier point, qui est en plus en 2025 qui est plutôt intéressant, c'est qu'on commence enfin à avoir du résultat SEO sur le podcast. Et j'en parlais pendant mon meet-up et ça m'a assez bluffé, parce que je discutais avec quelqu'un qui me suit, Cassandre, qui me dit ouais, moi quand je cherche un podcast, en fait, je tape directement dans la barre de recherche la thématique. Je tape entrepreneuriat, business, investissement, machin, et puis j'écoute des podcasts comme ça. Et il y a une étude, je ne sais plus qui en avait parlé, qui expliquait, je crois que c'est Ocha qui avait sorti ça, que 40% des podcasts aujourd'hui, ou en 2023 ou 2024, plus ou moins, il me semble, de mémoire, il faudra me corriger peut-être, mais étaient trouvés via le SEO. Des gens qui tapaient des mots-clés. Et ça, à l'époque, quand j'ai lancé mon podcast, moi, il y a quelques années, ça n'existait pas en fait. Personne ne cherchait, personne ne faisait du SEO sur le podcast. Et en fait, ça c'est cool, parce que ça vous permet, même si vous avez une petite communauté, de commencer enfin à vous faire découvrir. Donc, moi je trouve que c'est un super truc. Si vous hésitez à lancer un podcast, voilà, c'est un signe de vous y mettre. Maintenant, comment est-ce qu'on lance un podcast? C'est quoi mes conseils? Donc évidemment, je ne suis pas un pro du podcast, même si moi j'en ai un depuis plusieurs années, même s'il est bien classé, je ne me considère pas comme étant le référent numéro 1 du podcast, mais je pense que j'ai quand même des choses intéressantes à vous partager. Le premier point, à mon sens en tout cas, c'est que les épisodes longs, c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien. Alors évidemment, maintenant il faut aimer en créer. Moi quand je dis épisode long, c'est 30 minutes et plus. Ça peut être 1 heure, 1 heure et demie. C'est vrai que moi j'adore écouter les épisodes longs, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'en faire tout le temps, évidemment. Mais en tout cas, d'un point de vue référencement, et c'est marrant, aller dans le classement, et c'est ce que je fais souvent, moi je vais dans le classement Apple Podcast par catégorie, et je regarde les top podcasts. Les top épisodes, pas les top podcasts général, mais les top épisodes, et vous regardez les top épisodes, le top 10, top 20, top 30, il n'y a que des épisodes longs. Le top 5, j'ai jamais vu, de mémoire en tout cas, j'ai jamais vu un épisode qui faisait 5 minutes ou 10 minutes ou 15 minutes. Tous les épisodes classés dans le top 5, top 10, c'est des épisodes longs. Alors, mea culpa, il doit y avoir évidemment un biais qui est que les gens qui font des épisodes longs sont aussi des podcasteurs connus, mais moi d'expérience, je le vois dans mes statistiques, en fait, à audience égale, c'est-à-dire que dans mon audience, un épisode qui est très long, il va toujours beaucoup mieux se référencer qu'un épisode qui est plus court pour la même audience, c'est-à-dire le même nombre de personnes qui écoutent. Donc, premier truc qui peut être intéressant si jamais vous aimez évidemment le format. Deuxième truc, essayez d'amener, je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait sur le podcast, essayez d'amener un angle un petit peu différent de ce qu'on voit ailleurs. En fait, il faut vraiment comprendre que le podcast, il y a cette sphère hyper personnelle. Il y a cette sphère hyper rapprochée où en fait les gens, ils vous écoutent, c'est des gens qui vous connaissent, il n'y a pas l'espace commentaire, il n'y a pas l'algorithme, c'est rare que ce soit des inconnus qui tombent sur vous, machin, ou des haters parce qu'ils voient passer un truc et puis ils commentent, machin. C'est vraiment une sorte de safe place, une zone un peu dans laquelle vous êtes en sécurité, une bulle, et cette bulle-là, c'est une bulle dans laquelle vous êtes avec votre audience. Et ce que je trouve intéressant sur le podcast, c'est de prendre en considération ce truc-là. C'est-à-dire, moi je le vois vraiment comme ça, et encore une fois, c'est que mon avis, mais je pense que le podcast, il ne faut pas le traiter comme YouTube. Moi, si vous regardez mes vidéos YouTube, vraiment purement YouTube, en fait, j'en ferai jamais un podcast, parce que une vidéo YouTube, on va la traiter pour l'algorithme, on va la traiter pour... faut que ça fasse du clic, faut que je pense au mec, le montage, le truc, le machin. Un podcast, on va le penser pour l'audience, on va le penser pour la personne qui va écouter, on va se dire...
Le but, c'est pas comment est-ce que je peux essayer de gratter des vues, de gratter de la rétention ou que sais-je. Le but, c'est comment je peux délivrer un message, mon message, de la façon la plus sincère, honnête, authentique possible, et comment je peux être moi-même, comme si je parlais avec quelqu'un que je connais. Et en fait, moi, je trouve que le podcast, j'aime bien ce truc, c'est comme une conversation de pote à pote. C'est vraiment ce truc où, en fait, vous êtes avec votre audience, vous discutez avec eux, et donc forcément, ça doit se ressentir dans les formats. Donc, il faut que les formats, moi je pense en tout cas, il faut que les formats, les angles, bah, évidemment, il y a de l'éducatif, c'est normal, mais même l'éducatif, il faut qu'il soit amené avec du storytelling, il faut qu'il soit amené avec de l'expérience, du vécu, des anecdotes, ce genre de trucs. Ou en tout cas, hein, moi c'est mon sentiment. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est ce qui marche bien sur le podcast. Il y a ce côté où vraiment on sent que voilà, on est ensemble, vous m'écoutez aujourd'hui dans les oreilles, peut-être que vous avez l'impression que je parle avec vous, mais c'est le cas en fait, je parle avec vous. Et donc je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Le troisième point, c'est de jouer avec le SEO. Maintenant que le SEO fonctionne plutôt bien sur le podcast. Quand je dis jouer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre du SEO dans les titres, mettre du SEO dans les mots-clés, mettre du SEO dans la description, essayer de mettre un maximum de mots-clés de recherche parce que c'est ce qui va aussi vous permettre, surtout si vous démarrez de zéro sur le podcast, de petit à petit essayer de gratter un petit peu en notoriété, en croissance on va dire. Le quatrième point, c'est d'avoir une certaine régularité. J'entends, qu'en entrepreneur, qu'on a plein de trucs à faire. J'entends que faut faire tourner un business, faut gérer des gens, faut machin, c'est ce que vous voulez. Maintenant, comme je disais avant, le podcast, c'est du low-tech. Le podcast, c'est simple. Le podcast, c'est pas de montage si vous êtes à l'aise face caméra. Ça peut être rapide. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas un épisode par mois. Ne faites pas un podcast par... Sauf si vous me dites, moi, Tony, je veux faire des épisodes qu'avec des entrepreneurs. Je crois que c'est Vrai de Vrai qui fait ça. Où on a des épisodes qui durent 4 heures, on interviewe les gens. Oui, évidemment. Mais si des podcasts, vous êtes solo, vous parlez un peu de vos expériences, de ce que vous vivez, vous apportez de la valeur avec votre audience, essayez au moins de faire au mieux. Je trouve que c'est le rythme de croisière optimal. Un épisode par semaine. Si vraiment vous n'en êtes pas capable, faites-en tous les 15 jours, mais comprenez vraiment que le podcast, il y a ce phénomène, encore une fois, où les gens, ils ont ce rendez-vous avec vous personnel. J'ai l'habitude, tous les dimanches, je vais faire ma marche le matin, tac, je mets Tony dans les oreilles, ou le lundi, parce que l'épisode il sort le dimanche, et moi le dimanche j'ai la flemme. Lundi matin, premier truc que je fais, je mets ça dans les oreilles, je vais marcher, je fais ma routine, ce que vous voulez, mais on crée cette habitude, on crée ce rituel-là, et ce rituel, il va vachement avec ce qu'on disait avant, le côté personnalisé, le côté connexion avec l'audience. Donc, voilà, c'était un peu la leçon, je trouvais ça intéressant. Peut-être, si jamais vous hésitez à vous lancer, c'est quelque chose qui peut peut-être vous motiver. Le deuxième sujet, la deuxième leçon, c'est que pour moi, on va revenir assez rapidement dans la nouvelle ère des solopreneurs. Et en fait, cette nouvelle ère des solopreneurs, elle va nécessiter à beaucoup de business de décroître. C'est-à-dire de faire machine arrière, et vous allez voir que c'est pas plus mal, et vous allez voir aussi que ça veut pas dire forcément décroître, ça veut pas dire forcément gagner moins, c'est peut-être gérer mieux sa vie, gérer mieux son business, mais vous allez comprendre. En fait, moi j'ai connu quand même pas mal de périodes du business en ligne, parce que je m'y suis intéressé en 2016, j'ai lancé mon business en 2017, et aujourd'hui on est en 2025, donc autant vous dire que j'ai l'impression d'avoir 100 ans, mais bon, c'est vrai que j'ai vu quand même évoluer pas mal de choses au fil des années, et notamment la façon d'entreprendre. En fait, à l'époque, quand on lançait son business, c'est un terme que j'adorais, je suis très nostalgique de ce terme-là, parce que c'était vraiment l'époque un peu Far West d'Internet, mais on était des web entrepreneurs. On était des entrepreneurs du web. À l'époque, les web entrepreneurs, il y avait cette image un peu cliché du mec qui bossait sur son ordi au bord d'une plage sous un cocotier, et puis il rédigeait des articles de blog, un peu d'affiliation, puis un peu d'Amazon FBA, puis un peu de machin, un peu de trucs. Il faisait quelques milliers d'euros par mois, il était tout seul, il bossait 2 heures par jour, et puis après il allait faire du surf, du wake, se faire masser, faire le sunset, de la plongée, ce que vous voulez. Et puis c'était la vie en fait. C'était ça l'entrepreneuriat de l'époque, le web entrepreneur, le soloprenariat, le business en ligne à l'époque, c'était ça. Et moi, en fait, je me suis lancé pour ça. Je me suis lancé pour cette liberté, je me suis lancé pour cette aventure, je me suis lancé pour ce truc de me dire, mais en fait, moi, je veux pas d'équipe, je veux pas de... en tout cas de grosses équipes, je veux pas de système, je veux pas de bureau, je veux pas de machin, je veux juste mon petit business, puis je fais ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
dans les années qui ont suivi, donc c'est arrivé, j'ai l'impression, en 2020-2021, où on est rentré de manière générale dans une sorte de course géante à l'ego, où en fait, la majorité des entrepreneurs qui étaient comme ça avant ont transformé ce petit paradis, en fait, en une usine à gaz. Ont transformé ce truc en une usine très complexe, avec 45 outils qui coûtent extrêmement cher, avec des équipes de tous les côtés, avec des closers, des head of closers, des directeurs commerciaux, dans des business en ligne. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais là en mode ah ouais, pour moi un directeur commercial c'est chez Carrefour, Walmart, mais pas pour des mecs qui vendent des formations, tu vois. Et en fait, je trouve qu'on a changé de paradigme. Pour je ne sais quelle raison, hein, peut-être pour l'ego, peut-être que il y a aussi, je pense, là-dedans un peu une sorte de cycle inter-entrepreneur où en fait les gens qui ont démarré avec leur petit business comme ça, qui faisaient de l'argent, ils ont voulu à un moment donné se dire bah je m'ennuie, j'ai envie de nouveautés, donc je vais essayer de grossir, etc. Et en fait, on est rentré dans ce cycle où bah maintenant, bah, c'est des coûts, c'est des bureaux, c'est des machins, et on n'est plus libre. Et je le sais parce que j'ai connu énormément d'entrepreneurs, j'ai failli tomber là-dedans, j'ai failli tomber dans ce piège. Je me suis arrêté juste au bord, en fait. Juste avant de franchir la ligne, j'ai arrêté. Et en 2024, j'ai discuté avec des dizaines d'entrepreneurs qui faisaient des centaines de milliers d'euros, qui font tous machine arrière. Tous, sans aucune exception. Ils réduisent les équipes, ils réduisent les coûts, parce que ils se sont lancés pour la même raison pour laquelle moi je me suis lancé à l'époque. C'était pas pour gagner des millions d'euros. C'était pas pour monter des empires, c'était pas pour avoir des bureaux. En fait, à l'époque, le bureau, c'est tout ce qu'on fuyait. Moi, quand j'ai lancé mon business, tout ce que je fuyais, c'était les bureaux. C'était devoir prendre ma voiture le matin pour aller tourner au bureau et me taper les bouchons. Moi, j'ai lancé mon business pour fuir cette vie-là. Et en fait, on a monté des trucs, on a voulu monter des empires complexes, reprendre des bureaux pour avoir nos équipes dedans, pour mieux gérer les 10 personnes avec nous, machin, et pour retrouver la vie qu'on était censé fuir à la base. Et je suis intimement convaincu que tous les entrepreneurs qui se sont lancés pour ces raisons-là, pour les mêmes raisons que moi en fait, pour avoir la liberté, alors peut-être pas vivre sous les cocotiers si ça vous branche pas, mais juste avoir la liberté d'avoir votre petite vie tranquille, de vous lever le matin, d'aller marcher dans votre ville, de, je sais pas, faire de la permaculture parce que vous avez un grand champ en face de chez vous, vous êtes dans une maison, perdu dans le fin fond du Périgord, passer votre journée avec vos animaux, ce que vous voulez. Moi je pense que les gens qui profondément se sont lancés pour cette quête de liberté-là, vont revenir et doivent, avant de craquer, doivent revenir à du soloprenariat beaucoup plus tranquille. Alors ça veut dire quoi du soloprenariat beaucoup plus tranquille ? Ça veut dire éliminer les systèmes complexes. Donc tous les trucs où il y a des outils de tous les côtés, où il y a des coûts complexes liés aux outils, doit y avoir de la gestion, du management, du machin, du truc, bah c'est essayer de réduire ça. C'est essayer aussi finalement de réduire les équipes, donc ne plus avoir à gérer 15 personnes, mais essayer d'être avec une équipe aussi petite que possible et aussi autonome et restreinte que possible. Nous aujourd'hui dans l'équipe on est 3, c'est que des personnes autonomes, j'ai pas de réunion, j'ai pas d'appel, j'ai rien, les gens savent ce qu'ils doivent faire, ils le font dès qu'il faut le faire, je cours après personne, ce qui fait que demain je peux partir un mois en vacances, c'est ok en fait. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Donc ça, troisièmement, on doit chercher des nouvelles méthodes et des nouveaux systèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on reste cantonné dans des systèmes qui sont les mêmes systèmes qu'utilisent les grosses entreprises, les machins, les trucs, bah oui, il nous faut un directeur général, il nous faut un directeur commercial, il nous faut les machins, les trucs compliqués. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai pas quitté encore une fois le métier de bureaucrate, d'être dans un bureau et d'avoir l'impression de faire partie d'une grosse boîte pour retrouver le même truc. Et pire encore, parce que maintenant, c'est à moi de tout gérer. Donc, il faut que je trouve des systèmes, et c'est ce que j'ai fait depuis des années, et c'est ce que je continue à faire, des systèmes qui me permettent de gagner de l'argent intelligemment. Donc, ça veut dire quoi, gagner de l'argent intelligemment ? Ça veut dire comment est-ce que je peux maximiser mes profits en minimisant. Ça veut rien dire. En minimisant mes coûts, en minimisant mes équipes, en maximisant ma liberté. Parce que moi, à mon sens, elle est là l'équation. C'est comment je peux maximiser mes revenus en maximisant ma liberté. Et je vais préférer demain gagner 50% de moins pour avoir 50% de liberté en plus. Je vais préférer demain pas faire 1 million mais faire 500 000, mais au lieu de bosser 30 heures par semaine, je bosse 15 heures par semaine.
Parce qu'à quoi ça sert d'avoir 1 million si c'est pour bosser 50 heures par semaine et puis en fait ne pas profiter de ce que vous gagnez. Donc évidemment, il faut vraiment comprendre ce truc, mais moi c'est mon intuition profonde, pour avoir discuté avec plein d'entrepreneurs, avoir vécu le truc, être dans le business en ligne depuis 8 ans, avoir lancé plein de projets qui ont marché, échoué, repris, machin, etc., que on ne peut pas réellement aller à l'encontre de ces valeurs profondes et de la raison pourquoi est-ce qu'on a lancé les choses. Si vous avez, encore une fois, et je le répète, je vais être redondant, mais si vous avez lancé votre business pour passer du temps avec vos proches, et qu'aujourd'hui vous êtes enfermé dans une prison dorée qui vous prend 60 heures par semaine, et que vous n'avez même pas le temps de passer du temps avec vos proches, vous avez foiré quelque part. Vous êtes trompé en fait. Et vous dites pas, moi je vois ça comme ça, hein, ne vous dites pas oui mais Tony, c'est que quelques années, c'est que 4, 5 ans, c'est que 7 ans, et puis après dans 7 ans ce sera bon parce que je vais revendre, parce que je vais mettre un CEO à la place dans mon business, dans mon machin, dans mon truc. On sait pas. On ne sait pas ce qui arrivera entre aujourd'hui et dans 5 ans. On ne sait pas si dans 5 ans, vous gagnerez toujours autant, donc il n'y aura peut-être pas l'argent pour mettre le DG, le machin, le truc. Moi, je préfère profiter du chemin que profiter peut-être un jour à l'arrivée. Donc, leçon qui m'a bien remué ce mois-ci, que partagent beaucoup de personnes. N'hésitez pas pareil à me dire sur Insta si jamais ça vous parle, mais on va revenir à ces modèles-là. Il faut trouver des systèmes pour revenir à ces modèles-là. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai failli oublier, pour faire une petite parenthèse, j'organise bientôt une masterclass en direct. Quand je dis bientôt, c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, où je vous en parle dès mercredi normalement, où justement, je mettrai en description dès qu'elle sort, on va parler un peu d'intelligence artificielle et de comment utiliser ces outils-là pour mettre plutôt le business au service de votre vie, au lieu de l'inverse. Donc voilà, parenthèse fermée, j'ai failli oublier, mais je l'ai vu dans mes notes. Maintenant, leçon et sujet suivant, on va parler de manipulation. Et j'aimerais voir si vous avez forcément besoin de manipuler aujourd'hui pour vendre. Alors vous allez voir, spoiler, que vous n'êtes pas obligé de manipuler, mais attention quand même, on va parler de stimuleurs internes et stimuleurs externes, et vous allez voir pourquoi c'est quand même très important d'avoir un minimum de stimuli, on va dire. Pourquoi est-ce que la vente, c'est quelque chose qui pose problème ? Pour moi, le premier phénomène, ou le phénomène le plus important, il y a 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on ne nous a jamais appris à vendre. À moins d'être commercial, d'avoir bossé dans une boîte en tant que commercial, où là, vous allez toquer aux portes, vous allez appeler des gens, vous êtes confronté comme ça aux objections, etc. Là, ok, vous savez vendre. Maintenant, si vous n'avez jamais fait ce job, c'est pas à l'école qu'on vous apprend à vendre. Même quand on parle de marketing, je trouve que c'est encore différent. Et deuxième phénomène qui, je pense, a beaucoup plus accentué la chose, c'est que on a cette image, quand on parle de formateur en ligne, de vente agressive. On a cette image qui est biaisée parce qu'en fait, on voit toujours le haut du panier. Alors quand je dis le haut du panier, c'est les gens les plus visibles, souvent en pub, etc., qui sont rarement les points de référence, même si évidemment pas tout le monde n'est comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent ce que vous allez voir en pub, les méthodes qui sont employées dans ce genre de système, sont rarement celles que vous devez vous employer. J'entends par là les méthodes très agressives comme dire aux gens qu'il y a une offre limitée alors qu'elle n'est pas limitée, dire qu'il y a 500 places dispo alors qu'on sait très bien, toi et moi, qu'il n'y a pas 500 places de dispo, et dire qu'il y a l'offre, elle est normalement à 55 000 euros alors qu'aujourd'hui elle est seulement à 500 euros pour toi exclusivement, enfin, tous ces trucs un peu bullshit, etc. Voilà. Quand vous voyez ça, vous vous dites forcément, en fait, si ces mecs font ça, ils ont, à mon sens, ils me donnent l'impression qu'ils ont réussi, donc je dois un peu faire pareil. C'est un peu la réflexion par défaut qu'on a. Alors sachez que non. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vente très agressive pour vendre. Vous n'êtes pas obligé de mentir aux gens, loin de là, d'ailleurs je vous le déconseille, vous allez voir pourquoi. Vous pouvez faire ce qu'on va appeler juste après des ventes beaucoup plus passives. Maintenant, ce que vous devez tout de même comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vendre. Et vous êtes obligé de faire ce que j'appelle un stimuleur externe, un déclencheur externe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui achète une offre, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Si demain je dois acheter une offre, un produit, un service, je vais avec mes petites chaussures dans ma chambre, chercher ma carte bleue, hop, je vais sur l'ordi, tac, je mets mes codes de carte bleue et j'achète. C'est une action. Pour effectuer cette action, il faut que j'ai un minimum de stimuli, un minimum de déclencheurs. Et là, il y a 2 types de déclencheurs. Les déclencheurs internes, les déclencheurs externes. Un déclencheur interne, c'est quoi ? Un déclencheur interne, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui va être suffisamment fort pour nous faire passer à l'action sans pour autant qu'il y ait de déclencheur externe. Donc, exemple, la douleur. La douleur, si demain j'ai mal au dos, je vais voir le médecin. Si demain j'ai extrêmement mal au dos ou je sens que je manque de mobilité vraiment au quotidien, ça me peine,
je vois une formation passer sur la douleur de dos, la mobilité, ce que vous voulez, une offre, un ostéopathe, machin, j'achète. Et j'ai pas besoin qu'il y ait une offre, j'ai pas besoin qu'il y ait une réduction, j'ai pas besoin qu'il y ait des places limitées parce que j'ai mal. Donc là, le stimuleur interne est tellement fort que j'achète. Ce qui est très compliqué avec la vente, les offres et en fonction des thématiques, c'est que très 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 souvent, à moins d'être dans des thématiques dans lesquelles effectivement il y a des douleurs, bah, très souvent il va pas y avoir de stimuleur interne assez fort pour faire passer les gens à l'action sans stimuleur externe. Surtout quand vous vendez quelque chose de positif. Moi, je vous prends un exemple, on parlait de l'école des formateurs précédemment. L'école des formateurs, c'est une formation qui vous apprend à créer et lancer votre formation en ligne, c'est une école. En fait, ça, il y a très peu de chances que vous ayez une vraie souffrance au quotidien. C'est-à-dire que jamais vous vous relevez le matin en ayant mal quelque part physiquement, mentalement, en vous disant « vite, il faut que je lance ma formation ». On va plutôt vendre dans ce cas un bénéfice, on va vendre quelque chose de positif. Et en fait, très souvent, le stimuleur positif n'est pas forcément assez fort pour faire passer une personne à l'action. Et il y a des thématiques où c'est encore plus compliqué. Il y a des thématiques où on va vendre l'avenir, donc forcément, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans votre business, vous avez tout de même besoin, si vous voulez vendre plus facilement en tout cas, vous avez besoin de stimuleurs et de déclencheurs externes. Donc les déclencheurs externes, c'est tous les éléments qui vont faire passer votre client à l'action, mais qui vont être des éléments externes, qui vont créer, vous voyez ça comme ça, un stimuleur, ça crée de l'urgence. Donc où j'ai une urgence interne parce que j'ai une douleur, parce que, je sais pas, il faut que je fasse un truc rapidement et puis là j'ai pas le temps, ou j'ai une urgence externe. Et cette urgence externe, il en existe plein et de plein de formes. Vous voyez ça vraiment comme une grande fresque, où en fait tout à droite, on va avoir les urgences les plus prononcées, mais qui sont aussi les plus agressives, et tout à gauche, on va avoir les urgences qui sont moins prononcées, donc qui créent moins l'urgence, mais qui sont aussi moins agressives. Donc je vous prends l'exemple. La réduction, c'est une urgence. Le fait d'appliquer une réduction sur une offre. Tout à droite, je vais faire une réduction de moins 90%. Forcément, c'est extrêmement agressif. Et tout à gauche, je vais faire une réduction de 10%. Autre exemple, sur les places limitées, les places limitées, c'est pareil. Il y a une place limitée, très agressif. Il y a 2000 places limitées, c'est moins agressif. Et en fait, j'aimerais vraiment que vous compreniez ce phénomène. Et de déclencheur interne et externe, et aussi du fait que un déclencheur externe n'est pas blanc ou noir. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais Tony, moi, j'ai pas envie de faire des promos parce que, vendre mes formations à moins 90%, non merci. » Et je comprends, parce que ça dévalue beaucoup le produit. Et puis, est-ce que vraiment votre produit vaut 55 000 euros? Je sais pas. Mais en fait, la promotion en soi, c'est un déclencheur. Et après, c'est de combien est cette promotion qui fait que la vente va être plus ou moins agressive. Et vous allez plus ou moins respecter votre produit, entre guillemets. Donc comprenez vraiment que, encore une fois, il y a de la nuance et c'est pas noir ou blanc. Et donc, moi, ce que je vous recommande, concernant le fait de manipuler, entre guillemets, pour vendre, c'est que, vous l'aurez compris, évidemment, de 1, vous n'avez pas besoin de manipuler pour vendre. De 2, je vous recommande de ne pas manipuler pour vendre, absolument pas. Ne faites jamais de fausses promesses, ne faites jamais de fausses urgences, ne faites jamais de fausses places limitées, de fausses garanties, de faux témoignages, de faux machins. Ne faites jamais ça. Même si sur le papier, au début, ça peut être alléchant parce que vous allez vous dire « trop bien, je vais gagner plus d'argent », vous allez le faire une fois, ça va marcher. Les gens vont se rendre compte que vous les avez pris pour des cons, ils vont plus jamais racheter chez vous. Et ça, vous n'allez jamais pouvoir construire un business sur la durée avec ce modèle-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt vous dire « Ok, moi, par rapport à tous ces éléments-là, tous ces déclencheurs externes, où est-ce que je trouve mon juste milieu? Qu'est-ce qui, moi, me semble correct? Qu'est-ce qui me semble assez agressif pour que ce soit efficace, mais pas trop agressif pour que ça reste correct par rapport à ma propre vision des choses? » Et là, il n'y a aucun jugement, parce qu'en fait, chacun va mettre un peu le curseur là où il veut. Moi, je fais des réductions qui vont en général de moins 20 à moins 50%. Moins 50, c'est pendant le Black Friday, par exemple. Et il y a des gens qui vont trouver que c'est trop. Qui vont trouver que moins 50, c'est n'importe quoi, que c'est trop agressif, machin, etc. Donc, évidemment, il y a toujours une notion de nuance et de curseur. Mais comprenez vraiment ce phénomène, et que le but, en fait, c'est vraiment de trouver le modèle de stimuleur externe qui vous rend le plus à l'aise et avec lequel vous êtes le plus aligné. Deuxième ou troisième chose, je ne sais plus où on en est, posez-vous la question, moi c'est la question que j'adore me poser,
euh, comment est-ce que j'aimerais moi-même être traité. Donc ça marche avec les stimuleurs, donc la réduction, ça marche avec les plastimités, ça marche aussi si vous faites des appels de vente, ce genre de choses. Bah en fait, comportez-vous de la même façon euh, que vous aimeriez qu'on vous traite. Moi demain, sur l'école des formateurs, le nouveau test qu'on va faire, je vais mettre en place des appels de vente, mais je ne mets pas que des appels de vente. Les gens, s'ils veulent acheter direct, ils peuvent acheter. Pourquoi ? Parce que moi, si demain, il y a un produit qui m'intéresse et il faut obligatoirement qu'il y ait un appel de vente pour que j'achèterai jamais. J'ai horreur du téléphone. J'ai horreur d'appeler les gens au téléphone. Et donc, je sais que je ne le ferai pas. Et donc, vu que j'ai pas envie d'être traité comme ça, bah en fait, je fais en sorte de m'adapter pour être mon potentiel propre client. Et donc, essayez de naviguer un petit peu là-dedans, mais comprenez tout de même, c'était un peu le point que je voulais aborder, comprenez tout de même qu'aujourd'hui, il faut un minimum d'urgence pour qu'il y ait un déclencheur. Parce que s'il n'y a pas d'urgence, c'est la réflexion que je fais tout le temps à mes clients en fait, si ton produit n'a pas d'urgence, c'est-à-dire que le prix n'est pas réduit, le nombre de places n'est pas limité, le prix ne va pas augmenter, il n'y a pas un bonus qui va expirer, j'en ai pas parlé, mais l'urgence aussi peut se créer avec un bonus qu'on ajoute et qu'on retire, bah en fait, le client il va se dire ok, bah, que j'achète aujourd'hui ou dans un mois, ou dans 2 mois ou dans 3 mois, c'est pareil, il n'y a rien qui va changer. Donc, pas de déclencheur, je suis pas hyper motivé, j'achèterai quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand j'ai machin, quand j'ai truc. Et donc c'est pour ça que quand il n'y a pas le déclencheur interne, la douleur, etc., c'est à vous d'amener un déclencheur externe et à vous d'amener un peu d'urgence. Et comme je le disais, l'urgence, il faut vous trouver une urgence qui vous correspond. Vous n'avez pas besoin d'être hyper agressif. Hein. Le simple fait de faire une réduction, moi j'ai des produits, mes tunnels de vente, il y a une réduction des fois de 15 euros. Et ça marche. Parce que bah, c'est une urgence qui est suffisamment intéressante pour intéresser les gens, mais c'est pas non plus un truc hyper agressif qui va tuer mon business sur le long terme. Donc, voilà un peu pour ce sujet de la manipulation. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais il y avait des sujets qui m'intéressaient. Et le dernier sujet, concernant mes leçons, c'est que je voulais vous parler de la prise de sang que j'ai fait récemment et du système de santé actuel. On va parler un peu de ça, d'un truc que j'ai vu dans un documentaire de Brian Johnson récemment, bon, qui est pas nouveau, que j'avais déjà entendu aussi dans Qui veut être mon associé, et qui a fait un court écho par rapport à tout ça. Donc j'ai fait une prise de sang la semaine dernière. J'attends les résultats cette semaine normalement, pour faire ni plus ni moins qu'un check-up. Voilà. J'ai pas fait de check-up comme ça sur la prise de sang depuis beaucoup de temps, malheureusement. Normalement, il faudra en faire une assez fréquemment, hein, une fois par an, peut-être une fois tous les 2 ans. Une fois par an, c'est quand même bien recommandé parce que, bah, en fait, pour voir vos niveaux, vos différents niveaux. Donc moi, j'ai fait un truc assez complet. J'ai vraiment fait la prise de sang la plus complète, je crois. Donc fer, sélénium, thyroïde, foie, magnésium, calcium, zinc, etc. Et l'idée, en fait, c'est derrière de voir où j'en suis, de voir si j'ai des carences ou pas, et de voir si je dois me complémenter, si je dois apprendre des trucs, et juste si je suis en bonne santé, finalement. Parce que voilà, c'est un petit peu l'objectif, pour essayer de prévenir les choses qui peuvent arriver dans les années à venir. Et la prévention, c'est justement le sujet. C'est que je trouve aujourd'hui que, en fait, le système dans lequel on est un système qui est beaucoup plus basé sur l'action ou on va appeler ça comme ça, la réaction plutôt que la prévention. C'est-à-dire que quand j'ai fait faire ma prise de sang, quand j'ai voulu faire ma prise de sang, je suis allé voir un médecin et je lui ai demandé qu'il me fasse une ordonnance. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous voulez être remboursé par la sécu, machin et tout, il faut faire une ordonnance. Sauf qu'en fait, quand je lui ai demandé, il y avait des trucs qu'il ne pouvait pas me mettre. Il m'a dit, en fait, vous comprenez, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il y a pas mal de trucs qu'il ne pouvait pas me prescrire parce que j'étais pas malade. Il m'a dit, ouais, mais la vitamine D, je peux pas vous la prescrire, le zinc, je peux pas vous le prescrire, le magnésium, je peux pas vous le prescrire. Je lui dis, pourquoi ? Moi, je veux juste, en fait, checker mes niveaux, vous comprenez, je veux juste, voilà, elle fait la prise de sang, de toute façon, elle l'a fait pour 10 trucs, elle rajoute 3 trucs et c'est terminé. Elle m'a dit, en fait, on peut pas, parce que la sécurité sociale ne rembourse pas, et je peux ne prescrire ça, si vous voulez, qu'à des gens qui sont déjà malades. C'est-à-dire, en fait, il faut déjà avoir les symptômes de ce qui vous manque pour faire une prise de sang, pour voir que ça vous manque. Je sais pas si vous comprenez un peu le truc. Et il y a pas mal de sujets autour de ça, justement, sur le fait qu'en fait, on attend très 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 souvent qu'il y ait une maladie qui soit déclenchée ou qu'il y ait des symptômes pour soigner.
alors que on aurait beaucoup plus à y gagner de faire des bilans, de faire des check-up plus en amont, beaucoup plus en amont, pour voir si ça va, pour prévenir et pour adapter. On aurait des gens en bien meilleure santé et je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes si on était beaucoup plus dans la prévention que la réaction. Et donc, c'est un truc que je vous invite à faire pour votre santé, de manière générale. Donc voilà, je vais pas faire le prof en mode oui, allez faire une prise de sang parce que moi j'en ai fait une, machin, alors qu'en fait j'en ai pas fait depuis des années. Mais juste, pensez à ça. Pensez à plutôt essayer de prévenir les choses. Donc, sur votre santé, pas que. Je pense aussi, moi, dans le sport, CrossFit, je fais beaucoup de mobilité. Parce que c'est pareil. La mobilité, c'est un truc qui permet de prévenir les blessures. Comme ça vous évite le jour... si vous ne faites pas de mobilité, que vous vous blessez, après, faire de la rééducation et vous vous entraînez pas pendant des mois, il vaut mieux prévenir et faire un petit travail quotidien de prévention qu'un énorme travail de rééducation, de post-blessure, etc. Et je pense que c'est une idéologie qui peut marcher dans d'autres domaines de sa vie. Ça peut marcher dans le business, ça peut marcher dans les relations, etc. Alors, on va peut-être pas appeler ça de la prévention, mais la petite question à vous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est simple. Quelle est l'action simple que je peux faire aujourd'hui qui m'évitera d'avoir une action beaucoup plus compliquée à faire plus tard. Donc, moi, je pense évidemment à la santé, etc. Mais dans le business, ça peut être une automatisation que vous allez mettre en place aujourd'hui qui va vous prendre 20 minutes, mais qui va rendre le reste de votre business beaucoup plus simple. L'envoi de factures automatisé, la comptabilité automatisée, enfin plein de trucs comme ça. Donc, voilà, c'était un peu un truc dérivé de santé, pas santé, machin, mais c'était un sujet que je trouvais intéressant. Maintenant, 3 dernières ressources. Vous allez voir, on va passer assez rapidement. Le but, en fait, c'est pas de vous faire des résumés de ces ressources, c'est plutôt de vous dire ce que j'en ai pensé, où est-ce que j'en suis, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs que j'ai pas encore consommés, mais plutôt de vous inviter à aller regarder, plutôt que de vous faire un résumé comme ça, clé en main. La première ressource, donc pour le coup, je l'ai consommée dans son intégralité, c'est Superfan de Pat Flynn. C'est un très 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 bon livre que j'ai beaucoup adoré sur le fait de créer une audience de superfans et il décortique pas mal de concepts qui sont connus, certains un peu moins, mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'il vous partage déjà de 1 l'idéologie générale du superfan, qui est en fait ce dont on parlait précédemment un petit peu avec le low ticket funnel. C'est en fait cet entonnoir de classement de qualité de l'audience. Donc vous avez les gens qui ne vous connaissent pas, vous avez les abonnés, vous avez les fans et vous avez les super fans. Et comment est-ce que vous faites évoluer ces gens-là, donc de je te connais pas, je te connais à je suis abonné à fan et fan à super fan, afin d'avoir une vraie communauté aujourd'hui dans votre business. Donc un livre que je vous invite à lire, il est vraiment très intéressant. L'autre livre que j'ai acheté, que j'ai commencé à lire, pour le coup je ne l'ai pas terminé, c'est 12 Weekly Year, ou 12 Week Year. C'est le livre en ce moment qui tourne pas mal, donc l'année de 12 semaines. J'en suis à la moitié du livre. Est très intéressant sur le papier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il explique dans son bouquin que la programmation de 12 semaines, et c'est quelque chose que je mettais déjà en place dans mon business depuis quand même pas mal de temps, mais c'est toujours bien des fois d'avoir des rappels comme ça, qu'en fait, lui, il croit pas trop au business plan annuel, etc. Il croit beaucoup plus au business plan trimestriel, et faire en sorte comme si dans votre année, vous aviez plusieurs années. C'est-à-dire qu'une année, c'est pas 12 mois, c'est 12 semaines. Et à chaque fin de 12 semaines, vous faites comme un reset et comme si c'était une nouvelle année. Parce que il y a ce constat dont il parle au début du bouquin, qui est qu'en fait, le Q4, donc le 4e trimestre de toutes les personnes et de tous les business, c'est toujours le trimestre le plus intéressant. C'est là où il y a de l'urgence, les gens passent massivement à l'action pour terminer leur année. Et si vous arrivez à transformer cette motivation en fait, dans des plans de 12 semaines, vous aurez obligatoirement une urgence constante et c'est ce qui fait que vous allez être beaucoup plus motivé. Donc, j'ai pas encore testé, je suis encore en train de le lire, mais vous pouvez creuser, ça peut être un truc qui peut vous intéresser. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai bien aimé le début du bouquin. Et le dernier document, dernière ressource, c'est un doc interne de MrBeast. Alors là, pour le coup, je l'ai pas encore lu, je voulais juste vous partager ça. En fait, vous allez sur Google, vous mettez Leak Doc MrBeast et vous allez voir, c'est le premier lien ou le deuxième lien. C'est le premier lien, je pense. Enfin bref, vous allez le trouver directement sur Google. En fait, c'est un document
de MrBeast. Donc en fait, c'est son document de production qui a été leaké. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, j'en sais rien. Mais c'est un document de 32 pages dans lequel il explique un peu toute sa méthodologie sur YouTube. Et en fait, je l'ai un peu navigué de loin. Donc j'ai pas tout lu, je vais le lire là. Mais il explique pas mal de trucs sur le fait de trouver des concepts, sur les miniatures, les titres, etc. Donc si vous faites des vidéos YouTube, c'est un truc, je pense, qui peut être intéressant à lire parce que c'est pas très long et vous pouvez vous en servir comme base de données. Même après, si vous automatisez des trucs avec l'IA, etc., ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, c'était ma troisième et dernière ressource du podcast. On a terminé avec cet épisode. On a passé une bonne heure et demie ensemble. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses, que ça vous a plu, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à tout ce dont on a parlé. Si l'épisode vous a plu, à le partager directement en story sur Insta, à laisser une note sur Apple Podcast, à checker tous les liens dont j'ai parlé dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.